nickel. Ça tourne, hein? Allez, c'est bon. Bon alors vous le savez, moi je suis sponsorisée par Toyota ACE 91 et par Car Lovers. Et aujourd'hui je vais aller faire une petite surprise à leurs clients. Je vais leur rendre visite à la concession. Je vais les embarquer avec moi dans la voiture et ils vont pouvoir me poser quelques petites questions, moi aussi, pour connaître leur vie et puis qu'ils puissent voilà, poser des questions sur le sport de haut niveau. On va voir, je ne sais pas trop comment ça va se passer. C'est un nouveau concept, voilà, la Toyo Story. J'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Je vais les retrouver là d'une minute à l'autre. C'est parti, j'ai trop hâte. Non, c'est vraiment toi et moi qui allons discuter. Ok. Alors ton prénom c'est Lionel. Lionel, ok. Bah trop contente Lionel. Je suis ravi de faire ce tour avec toi et de faire ta connaissance. Et donc tu cours une fois par semaine? Je cours une fois par semaine. Puis sinon, moi c'est mon fils qui est un petit sportif, il a 8 ans. Il est passionné de tennis, il aime le sport. À l'occasion des JO, il a pu découvrir l'escrime. Moi j'avais des questions pour toi. Allez. Dis-moi comment tout a commencé, comment tu as fait le choix de l'escrime. Alors l'escrime, c'est pas un sport qui est très médiatisé, tu l'as bien vu, donc on en voit quand même très peu. Donc moi j'ai commencé parce que ma sœur en faisait. Okay. Je suis la cadette d'une famille de 5 filles. Et en fait elle voulait pas qu'on fasse le même sport à la base pour pas avoir un esprit de compétition. Okay. Et finalement, elle a arrêté l'escrime pour commencer ses études d'architecture et donc j'ai commencé à 9 ans. D'accord. Donc c'est plutôt tard, hein. Pour faire du haut niveau, normalement c'est quand même beaucoup plus tôt. On commence vers 6 ans. Et je m'entraîne, j'ai commencé à Bordeaux et maintenant je suis montée à l'INSEP à Paris. Tu connais l'INSEP? Un petit peu. Voilà, donc l'INSEP c'est un institut, un centre d'entraînement olympique. Donc tu n'as que des sports olympiques là-bas, olympiques amateurs. D'accord. Et on s'entraîne 2 fois par jour, tous les jours. D'accord. Moi j'ai vu que tu avais un beau palmarès, hein. Déjà à ton Je travaille. jeune âge. Ouais, l'escrime, c'est un sport de maturité. Ça veut dire que l'expérience fait quand même beaucoup dans notre sport. On a une retraite qui est vers 35-40 ans. Là où beaucoup d'autres sports s'arrêtent à 30 ans. C'est déjà... Puis même des gymnastes, tu vois, elles ont 16-18 ans. Nous, c'est que le début à cet âge-là. Donc non, j'ai 2 ou 3 Olympiades encore devant moi, donc ça c'est très chouette. Et je donne tout en tout cas. Okay. Et comment tu fais justement pour te relever après un échec Alors en ce moment en plus je suis en train de vivre une blessure parce que j'ai les ligaments croisés. Okay. Et en fait quand tu es athlète, tu passes ta vie à vivre des échecs. C'est-à-dire que même à l'entraînement, quand je tente 100 touches, je vais en réussir peut-être 20%. Tu vois, ton fils qui fait du tennis, il essaye plein de revers avant d'en valider un. Et donc on est tout le temps confronté à cette erreur et à cet échec. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans mes conférences en entreprise, je fais tout le temps ce parallèle-là, en disant que comme nous, vous êtes confrontés à des échecs en permanence ou des petites déceptions, des désillusions. Et nous, pour garder la motivation, moi ce qui m'aide, c'est de me fixer des objectifs un peu quotidiens. Okay. Parce que tu vois, par exemple, là je vise les Jeux de 2028. Mais dire ça, déjà, tu as l'impression que c'est dans trop longtemps, parfois ça te met une pression, c'est parfois inaccessible. Donc je me force, tu vois, tous les jours, ok, c'est quoi mon objectif aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va être de travailler mes attaques. Aujourd'hui, ça va être de récupérer physiquement. Et le fait d'avancer comme ça, pas à pas, ça me permet de mieux vivre un échec. Tu vois, si par exemple, un jour, j'arrive pas à valider mon objectif du jour qui était de valider une attaque, je me dis ok, c'est pas grave, demain j'aurai un nouvel objectif et ça me permet de digérer mieux l'échec. Et puis ensuite, le fait de me dire que l'échec fait partie du processus, moi ça m'aide énormément, tu vois. De me dire que j'échoue et c'est ok et de faire un bilan et un débriefing en live tout le temps. C'est-à-dire que nous on a un coach et à l'assaut quand tu perds un match ou que tu loupes une touche, tout de suite c'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce que je vais faire à la touche suivante. Et cet auto-coaching permet de progresser rapidement. Okay. Et tu fais pas mal d'interventions en entreprise et tu parles justement du droit à l'échec. Ouais. Et comment c'est perçu justement par cette population? Parce que tu le dis toi-même que les sportifs de haut niveau maintenant l'acceptent un petit peu ce droit à l'échec
Mais pour c'est une rebondir. excellente question et remarque. Et tu sais que dans les entreprises, d'ailleurs, ils font beaucoup intervenir des athlètes parce que l'échec en entreprise est tabou, alors même que les collaborateurs savent que dans le sport de haut niveau, ça fait partie même d'une routine. Et donc, ils adorent venir insuffler comme ça les valeurs du sport auprès des collaborateurs. Et donc, en entreprise, moi, j'adore parler d'échecs parce que ça les confronte un peu à la réalité. Et je leur donne des astuces, tu vois. Ça va être la visualisation. C'est extrêmement performant, la visualisation. Nous, quand on est athlète, moi, la veille d'une compétition, je m'imagine déjà gagner la compétition. Ok. Tu vois, je m'imagine victorieuse sur le podium avec ma médaille d'or. Parce que, en fait, le cerveau, le fait de l'avoir vécu déjà une fois, même dans ses rêves, ça lui montre que tu en es capable. Et donc le lendemain, le jour de ta compétition, eh ben, il sait quoi mettre en place. En tout cas, il sait que tu en as été capable une fois, donc pourquoi pas une deuxième, tu vois. Donc on travaille beaucoup sur la visualisation. D'accord. Tu as été championne. Tu es championne d'Europe. Hein. Oui, c'est ça. Et comment tu peux expliquer peut-être ton succès face à tes adversaires qui avaient aussi très certainement très envie d'avoir ce titre. Alors oui, ça c'est sûr que j'ai été championne d'Europe 2 fois par équipe. Et en fait, c'est une médaille d'or qui vient après 3 ans auparavant. On perd en demi-finale, donc on est 4e. On a la médaille en chocolat au championnat du monde. Et moi, je me souviens que ce jour-là, pour moi, c'était la fin. Je me disais, de toute façon, je suis peut-être pas assez bonne dans ce sport. À quoi bon se battre, tu vois. Et à partir de ce gros échec-là, moi je l'ai vécu vraiment comme une grosse déception, une désillusion, je voulais tout arrêter. Et finalement, après 1 mois de digestion, j'ai décidé de me mettre autour d'une table avec mon coach et on a commencé à dessiner et à écrire sur une feuille blanche tout ce que je n'avais pas aimé ou qui s'était mal passé pendant ces championnats qu'on a listés. Et on s'est demandé ce qu'on allait mettre en place dès la saison prochaine pour repartir sur de meilleures bases avec peut-être un nouveau staff, de nouveaux ingrédients, de nouvelles habitudes. Et tout ce travail m'a permis en 3 ans, quand même, donc c'est pas du jour au lendemain, de finalement monter sur la plus haute marche du podium. Et je trouve que l'image est belle, tu vois, de dire ok, tu peux vivre des échecs cuisants, mais si tu rebondis et que tu fais l'effort de te poser les bonnes questions de qu'est-ce qui s'est bien passé et mal passé, finalement, tu peux, quelques années plus tard, revivre et remplir ton objectif. Ah ça, les sportifs, je crois qu'il faut être résilient. Mais tu me diras, toi aussi, dans le monde de l'entreprise, la résilience, c'est une belle compétence, non ? C'est quelque chose de nécessaire. Ouais. Effectivement, on n'a pas non plus trop le choix. Hein. Peut-être pas exposé au même niveau, on va dire. Ouais. Oui, disons que t'as moins d'émotions peut-être dans le monde professionnel. Et c'est d'ailleurs ça qui parle aux entreprises, c'est que nous, quand on va venir transmettre des valeurs et des compétences, on va les transmettre avec nos émotions. Tu vas te dire que te raconter des histoires sur les championnats d'Europe, du monde, des médailles, forcément tu as des messages qui passent mieux parce que tu arrives à saisir des émotions, tu arrives à voir des larmes de joie, des larmes de tristesse. Donc le message passe mieux, tu vois, avec les émotions. Donc pour toi, le plus beau souvenir depuis le début de ta carrière, qu'est-ce que c'est ? Alors mon plus beau souvenir, c'est ma première sélection en équipe de France. J'avais 19 ans. Et j'étais en école de commerce et je me souviens d'avoir envoyé un message à ma maman. Je lui ai dit, écoute maman, est-ce que tu peux venir me chercher à la fin des cours, je t'emmène boire un café. Et elle a dit oui, et donc on est allé boire un café. Je lui avais préparé une petite feuille et j'avais écrit, maman, je suis en équipe de France. Et je me vois encore la lui donner pendant qu'on buvait le café. Et je la vois pleurer de joie avec moi parce que quand tu es en équipe de France, c'est vraiment... tu passes un palier, tu vois, t'es loin d'être arrivé, mais disons que tu passes un palier et c'est une certaine fierté. Voilà, c'est mon plus beau souvenir. Bravo, hein. Bravo en tout Bah, cas. merci. Et toi, c'est quoi ton plus beau souvenir de sport ? Est-ce que tu as un souvenir de sport, que ce soit en tant que spectateur, qu'acteur ? À l'occasion des Coupes du Monde de foot. Tu te souviens de la dernière là de 2018, 2018 qui c'était génial. Qui était quand même un beau moment. Hein, quand... Ça rassemble le sport. Absolument. Bon, contrairement à la dernière qui malheureusement s'est mal terminée, on va dire, mais c'est aussi comme ça, c'est le sport. Voilà, ça fait partie. Et c'est bien, je trouve que le monde voit ça aussi. Tu vois que tu peux à un moment donné briller et l'année d'après, ou en tout cas la compétition d'après, totalement l'inverse, quoi. Et c'est ça qui fait que quand tu gagnes, c'est encore plus beau. Parce que quand tu as connu l'échec,
bah, ta victoire, elle est décuplée et tu es encore plus Puis fier là, de ça toi. pour beaucoup, tu te projettes déjà après. Eh bien, pour l'instant, je me projette vraiment 4 ans, 2028 à fond, parce que déjà, il y a beaucoup de choses que je dois mettre en place jusqu'à 2028. Et puis, je ne pense pas à une reconversion. En tout cas, si ta question aborde le sujet professionnel, moi, je pense beaucoup au pendant. J'ai besoin d'avoir une double casquette parce que ça me permet déjà de gagner ma vie, parce que c'est un sport amateur, mais aussi parce que moi, j'ai besoin de cet équilibre, de ne pas faire que de l'escrime dans mes journées. Donc, tu vois, j'ai créé mon entreprise de conférence en 2019, j'avais 19 ans, et j'ai toujours aimé avoir cette double activité. Ouais. Je pense que ça fait partie un peu de l'équilibre vie pro, vie perso, comme tu dois la vivre aussi. Mais c'est trop important. Si tu es monotâche, le jour où ça se passe pas bien dans un domaine, c'est compliqué quoi. Il faut avoir, je trouve, des activités annexes comme ça. Hop, j'enlève le frein. Juste le petit départ, comme ça au moins il a. Ah ouais. Bon, alors, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu fais chez Toyota? Toi, tu as un collaborateur ou un client? C'est ça. Moi, je suis un collaborateur. D'accord. Moi, je suis apprenti en technicien. Ok. Donc, je travaille dans l'atelier et je fais plus de diagnostic. D'accord. Et depuis quand tu bosses chez Toyota? Ça fait maintenant 2 ans et demi. Là, je prépare un diplôme en tant que technicien expert après-vente. Et à côté, est-ce que tu fais du sport? Là, je me suis remis au sport. Ouais. Vraiment, parce que il y a de ça 1 an, je m'étais blessé. Et c'était quoi la blessure? J'avais, je pense, une déchirure musculaire intercostale. Waouh! J'ai pas le terme exact, mais c'est au niveau des plaies. Mais derrière, reprendre le sport, je sais pas pourquoi, ça m'a tellement freiné dans mon élan, c'était compliqué. J'ai les croisés, moi. Ah oui. Tu connais un peu cette blessure? Alors, on l'entend souvent, les ligaments, c'est ça? Ouais, c'est ça, les ligaments Souvent, croisés. on entend cette blessure, mais pas... Alors, je me suis blessée fin octobre et je me suis fait opérer en décembre. Donc là, ça fait quasiment, ça va bientôt faire 6 mois que ça fait 6 mois que j'ai complètement arrêté l'escrime. Ah oui. Donc, ça t'a vraiment stoppé aussi dans ton... Oui, ça m'a stoppé net. Et après, je fais toujours du sport tous les jours parce que moi, je m'entraîne à l'INSEP. Et à l'INSEP, tu as des kinés, tu as des préparateurs mentaux, des préparateurs physiques. Ce qui fait que je vis plutôt bien la blessure, quoi. Oui. Mais c'est long, quoi. Ça m'éloigne des pistes pendant 1 an quand même. Donc, c'est parce que comme tu fais du sport en tant que professionnel, donc forcément, tu mets tout en œuvre pour pouvoir te rééduquer. Ouais, alors après, ça, tu vois, ça fait l'objet d'une question. Moi, je fais pas de sport professionnel parce que nous, à l'escrime, c'est un sport amateur. D'accord. Et en fait, tu n'es pas rémunéré pour ce que tu fais. Donc, on a des sponsors comme Toyota, par exemple, qui nous aident à financer nos saisons. Mais je ne suis pas salariée de ma fédération. Donc, je n'ai pas de salaire à proprement parler comme un footballeur pourrait l'avoir avec sa fédé. D'accord. Donc, tu es vraiment rémunéré que par les sponsors ou Ouais. est-ce que derrière, je sais que j'avais vu que certains sportifs avaient un autre travail à côté. Oui. Et que pour les grandes compétitions, du coup, ils étaient là pour les grandes compétitions, mais derrière, ils ont un métier. Est-ce que c'est ton cas? Ouais, exactement. En fait, on a toutes des doubles projets. Donc moi, par exemple, j'ai terminé mes études et j'ai une entreprise de conférences et de formation. Donc j'interviens en entreprise pour transférer les valeurs du sport auprès des collaborateurs. D'accord, ok. Donc on est obligé. Et puis t'en as même parfois qui ont des triples projets parce qu'elles sont mamans, par exemple, tu vois. Donc, ah oui. Ouais, parce qu'en tant que maman, tu es mère au foyer, disons qu'elles ont 3 casquettes, elles doivent être escrimeuses, elles ont un métier et en plus elles doivent gérer un enfant à la maison, tu vois. Donc c'est... Ah oui. Il y en a qui sont... je vois, d'accord, juste... Oui, non, t'es pas rémunérée parce que t'es maman. Toi, une semaine type, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu fais sur une semaine? Alors moi, ma semaine type, je vais avoir 2 entraînements par jour, tous les jours de la semaine. Donc matin, après-midi, je suppose. Exactement. Et ça va être des entraînements de 2 à 3 heures. Donc en gros, en moyenne, on a 6 heures d'entraînement par jour. D'accord. Du lundi au vendredi. Et le samedi, dimanche, on se repose. Ah bon. Et ça va être, on va dire, de 9h30 à midi et puis de 15h30 à 18h30. Ok. Voilà, okay. Ça va être ça. Et après, je pars en compétition, donc j'ai des Coupes du Monde, des stages internationaux, un peu partout sur la planète. Donc ça, c'est génial, mais ça fait que ça prend beaucoup de temps. Parce que quand on part en compétition, c'est minimum 3 jours et quand c'est très loin avec le décalage horaire, on reste 1 semaine. Et puis, pour s'habituer au pays. Ouais, c'est ça. Okay.
Par exemple, on a pas mal de compétitions en Asie, tu vois, Hong Kong, Shanghai, Dubaï, tout ça, tu es obligé de partir une semaine pour te faire au décalage horaire. Ouais, c'est ça, oui. Donc c'est, voilà, on est beaucoup en déplacement, on voit peu nos familles quand même. Ok, ça c'est quelque chose que je me demandais aussi par rapport à chaque athlète de différents pays. Donc justement, ils viennent tôt pour vraiment s'imprégner du pays Ouais. et se remettre à l'heure. Comme Exactement. ça, au moins, après, pendant la compétition, ils sont dans le jeu, quoi, ils sont en forme. C'est vraiment un truc. Après, on a plein d'astuces, tu vois. On prend de la mélatonine, par exemple. C'est des plantes pour dormir. On va Pour beaucoup vraiment boire. dormir à l'heure. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, il faut tout de suite te mettre sur le fuseau horaire du pays pour perdre le moins de temps possible et être performant le jour de ta compète. Mais c'est vrai que ça a une vraie contrainte en plus. C'est pour ça que les Jeux à Paris cet été, c'était trop bien parce qu'on était à la maison et du coup, t'avais pas de problématique de décalage horaire, quoi. À domicile. Exactement. Voilà, j'espère que ces interviews vous ont plu. Un grand merci à mon partenaire Toyota Car Lovers. J'espère que vous aussi, ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur mon parcours et je vous dis à très bientôt.